Et je le disais, poursuivons cette discussion de marché avec une vision stratégique également pour 2022. Et c'est Vincent Mortier qui est à mes côtés en plateau, le directeur adjoint des gestions d'Amundi. Vincent Mortier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, dans un monde vulnérable, incertain, complexe, ambigu, comme on dit. Quels sont les points d'ancrage qu'on a déjà sur le scénario macro là pour 2022 et au-delà, hein, si on est dans une nouvelle histoire du point de vue macroéconomique, et où est-ce que vous mettez les points de vigilance, là où on pourrait retrouver des risques de surprise peut-être par rapport à un scénario central? Alors effectivement, par rapport à une actualité qui, comme on le voit jour après jour, est bouillonnante, il faut un peu planter le décor. Et donc chez Amundi, on a un scénario assez clair de décélération de la croissance, comme Géraldine l'a dit, en 2022 et en 2023, si bien qu'en 2023, dans les pays développés, on retournerait vers le potentiel long terme, qui est par exemple moins de 2% aux États-Unis. C'est quand même un gros changement par rapport à la situation actuelle. Et donc une croissance qui décélère dans les pays développés, qui se maintient, voire qui accélère un peu dans les pays émergents. Et donc les pays émergents repasseraient devant les pays développés. Une inflation qui continuera à surprendre un peu à la hausse, pour plein de raisons. Alors il faudrait une émission entière pour les détailler. Mais des raisons de plus en plus structurelles. Exactement. Liées à la transition énergétique, liées à des disruptions qui sont vraiment de long terme dans le système, aux hausses de salaire, à la pression des prix de l'immobilier. Et donc, l'inflation devrait continuer à être quand même au-dessus des cibles des banques centrales, notamment aux États-Unis, en Allemagne et dans une moindre mesure en France. Donc, moins de croissance, mais quand même pas de récession, mais moins de croissance. Une inflation qui reste assez ferme, dans un contexte où les marchés financiers sont quand même objectivement hauts, voire chers. Tout ceci est cohérent avec, d'ailleurs, j'ai en parler aussi, le doublement quand même par rapport à la situation pré-crise du bilan des banques centrales, Fed et BCE, doublement. Hein. Oui. La masse monétaire N2 aux États-Unis a fait plus de 50%. Et les marchés actions, par rapport au point bas de mars 2020, ont fait x2. Bon, donc il y a de l'argent dans le système, beaucoup d'argent. Et c'était assez concentré sur certaines valeurs. On prend les 5 premières méga-caps américaines, c'est la moitié de la hausse du marché l'année dernière. Sur des noms très spéculatifs, on a bien vu la gamification, des noms pas très profitables ou avec des business models questionnables. Je ne parle même pas des cryptocurrencies, qui sont aussi un phénomène intéressant. Bon, donc on a un point de départ où les nuages commencent à s'accumuler et il y a quand même toujours beaucoup d'argent et donc il y a des risques qui commencent à arriver. Donc nous on voit 4 risques. Alors il y en a plein, mais 4 principaux qu'il faut surveiller de notre point de vue. Bon, le premier, je le cite quand même, c'est le virus. On a tendance à l'oublier, mais donc Omicron est quand même plutôt une bonne nouvelle, alors, sauf pour les personnes évidemment hospitalisées, mais c'est peut-être l'occasion que la pandémie devienne une épidémie. Ça devient une hypothèse de plus en plus centrale, de plus en plus fiable à ce stade, Vincent. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un nouveau variant, évidemment, une mutation. Mais si on reste sur ce qu'on connaît, en fait, Omicron est une très bonne nouvelle pour l'économie, finalement. Et encore une fois, évidemment, je suis désolé pour ceux qui sont hospitalisés, mais néanmoins, ça permet d'avoir une immunité collective et une banalisation du virus. Deuxième risque, et Géraldine en parlait, c'est que vont faire les banques centrales et notamment la Fed, face à une situation assez peu évidente. Moins de croissance, l'inflation. À un moment où les États, les entreprises ont peut-être moins de capacité à absorber des taux réels, des taux d'intérêt réels positifs. Donc le chemin est étroit. Et on voit bien que ce que feront les banques centrales, notamment la Fed et la BCE qui va être sous pression, c'est un driver important des marchés à venir. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Et je n'aimerais pas être à la place de personne, de Jay Powell. Mais vous dites il faut être objectif et pragmatique. Le risque d'erreur de politique monétaire a peut-être jamais été aussi élevé depuis plusieurs années. Il a beaucoup augmenté. Bon, troisième, on n'en parle pas suffisamment de mon point de vue, le risque géopolitique. Donc, bon, le Kazakhstan avec la production d'uranium. L'Ukraine, on verra ce qui se passe, mais il y a une petite tension russo-américaine. La mer de Chine et les relations États-Unis-Chine ne sont pas du tout au beau fixe et ne s'améliorent pas. Donc ça, il faut quand même garder pris. Puis on a des élections. L'élection en France, potentiellement en Italie. Ça dépend si Mario Draghi accepte de devenir président.
Donc là, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc, et quatrième, il faudra que la Chine démontre qu'elle sait gérer dans la durée le dégonflement de son secteur immobilier et la normalisation, qui a été le miracle de croissance chinois, a été beaucoup tiré aussi par l'immobilier. Donc là, il y a un défi assez immense pour les autorités, au-delà d'Evergrande, qui a été géré de manière correcte, de gérer tout le reste avec des répercussions potentielles très importantes. C'est intéressant parce qu'évidemment, les émergents et donc la Chine, tout le monde en parle en ce début d'année. On en parle parce qu'on regarde les valorisations, les écarts de valorisation entre ces marchés émergents, ces marchés développés. On regarde spécifiquement la Chine, évidemment, qui est quand même incontournable dans la pièce quand on est investisseur globaux sur les marchés. Est-ce que vous laissez entendre, Vincent, que oui, la Chine a la capacité de gérer correctement son ajustement sur le plan réglementaire, sur le plan de la qualité de sa croissance, et que ça mérite pour l'investisseur global peut-être de regarder et d'agir peut-être derrière pour réinvestir ces marchés? Vous avez raison, là. Parler de marchés émergents ne fait plus de sens aujourd'hui. Il y a des marchés émergents. La Chine est en soi un cas à part entière. D'ailleurs, pour nous, maintenant, c'est un silo d'investissement. C'est une allocation en tant que telle. Ça n'est plus mêlé dans les marchés émergents. Et effectivement, pour nous, la Chine aujourd'hui est un cas qui est redevenu intéressant pour deux grandes raisons principales. La première, c'est qu'à la différence des pays développés, la Chine a été orthodoxe pendant la crise. Le bilan de la Banque populaire de Chine n'a pas augmenté pendant la crise. Les taux d'intérêt réels sont positifs, assez largement en Chine. Et donc, la Banque de Chine a des réserves pour gérer un ralentissement. Elle a commencé à le faire. Et donc, il y a une crédibilité forte des autorités économiques et monétaires chinoises pour pouvoir soutenir l'économie lorsque de besoin, et il n'y a pas d'excès créé comme on a pu le voir dans d'autres pays, notamment dans les pays développés. Mais ça, c'est la ligne rouge. La crédibilité, vous dites, de la Banque centrale et derrière de la monnaie, du yuan. Exactement. Alors, dans l'idée de l'internationalisation de cette monnaie, c'est le truc que la Chine ne veut pas casser. C'est un objectif stratégique. Le yuan doit devenir une monnaie de référence en Asie d'abord, dans les échanges, en crypto, parce qu'ils sont très avancés sur les crypto-yuan, ils l'ont lancé il y a 1 an déjà, et également à terme une monnaie de référence de réserve. Quand on dit crypto, c'est yuan, c'est ça. Absolument, oui. C'est une monnaie de banque centrale. Parce on est d'accord. Il y a certains puristes qui vont prendre peur. Mais oui, non, mais c'est. Et donc ça, il y a un objectif stratégique clair, mais qui est fondamental pour les Chinois. C'est pour ça qu'ils ne vont pas refermer leur système. La deuxième raison qui nous rend optimistes, c'est que l'année dernière, il y a eu un choc réglementaire extrêmement fort et en partie non prévu, qui s'est notamment via le programme qu'on appelle Prospérité commune, donc qui a fait très mal, plus des exemples symboliques, pour rappeler quand même que le chef, c'est le parti. Et c'est pas le PDG d'une entreprise. Voilà, exactement. Bon, quand on lit la littérature locale, dans le texte ou traduite, on s'aperçoit que tout ce qui a été annoncé a été réalisé. Il n'y a pas grand-chose de résiduel de notre point de vue. Donc les mauvaises nouvelles sont dans les cours. Et je dirais même qu'il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prime de risque. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais vous savez, la Chine, c'est tellement imprévisible, on ne comprend rien. Donc, on préfère ne pas investir. Et donc, du coup, il y a une prime de risque qui s'établit, qui va se résorber. Et comme on est plutôt constructif sur la croissance chinoise, sur les équilibres macroéconomiques, sur la devise, qui va à minima se stabiliser, voire graduellement s'apprécier, investir aujourd'hui en Chine n'est pas une mauvaise idée. Alors il y a ceux, comme vous l'avez dit, Vincent, qui considèrent que la Chine n'est plus investissable pour des questions politiques, de gouvernance, ou en tout cas que ça mérite une prime de risque comme des marchés russes, turcs ou autres. Et puis il y a ceux quand même qui s'intéressent à l'investissement en Chine. La question étant, comment est-ce qu'on
investit ou qu'on réinvestit en Chine aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2021, quand on a vu qu'on pouvait en 24 heures tirer un trait sur toutes des lignes de business majeures dans plein de secteurs d'activité. C'est quoi le guide aujourd'hui d'un investisseur en Chine? Alors, bon, déjà, c'est très diversifié. Et éviter d'aller uniquement sur les edge shares de Hong Kong ou sur les méga names, enfin les méga caps, qu'on connaît tous, qui sont très symboliques finalement. Donc le marché A-shares, qui est le marché domestique, offre énormément d'opportunités intéressantes dans plein de secteurs qui sont en fait de l'économie domestique, qui ne sont pas touchés par les programmes prospérité commune. Et il y a aussi beaucoup de segments innovants. Pas que dans la transition énergétique d'ailleurs, dans énormément de sujets. Les Chinois investissent énormément en recherche et développement. D'ailleurs, les Chinois ont plus investi en R&D l'année dernière que les Américains, en dollars. Ce qui est la première fois. Au global, l'effort de R&D national en Chine est supérieur, a été supérieur à l'effort privé-public, j'imagine. Oui. Donc c'est quand même notable, et c'est une croissance très forte. Et ça se répercute sur des entreprises. Ils ont beaucoup de licornes, en fait, qui sont investissables. Alors, de l'étranger, sur le H-Shares, on ne les voit pas, mais dans H-Shares, donc via des fonds H-Shares, vous pouvez avoir accès de manière très diversifiée. Et en complément, donc ça c'est pour la partie action, donc éviter un peu les noms très symboliques, très sujets au courroux, et aller plutôt dans les... alors mid-cap en Chine, c'est quand même plutôt des large cap. Oui. Mais qui offrent de la valeur, de la visibilité, et qui ne sont pas chers finalement. Et après, sur le marché du crédit et des taux, là, on est quand même sur des taux d'intérêt réels positifs, avec une perspective de baisse de taux plutôt que de hausse de taux de la Banque centrale. Donc ça conduira à une appréciation des obligations. Et le risque de crédit est déjà très bien intégré dans les cours. Et si vous êtes très courageux, vous pouvez acheter des obligations émises par des développeurs immobiliers, qui sont pas chers. Qui traitent à plus grand-chose. Qui traitent à 20, 30, 40%. Donc du pair. Donc, là, il faut être courageux. Oui, bien sûr. La volatilité. Mais dans une approche bien diversifiée, le risk-reward, de mon point de vue, est quand même intéressant sur la Chine. Et vous dites 2022 sera une année où le marché, les investisseurs vont... Enfin, l'argent va revenir d'une certaine manière dans ces actifs chinois. Nous, on est très présents en Chine. Mais oui, bien sûr. Non, mais stratégiquement, c'est votre première centre de profit dans les prochaines années chez Amundi. Donc voilà. On a deux ventures, dont une majoritaire. Bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les autorités locales, stratégiquement, ont affiché comme objectif, mais long terme, de détourner l'épargne des comptes courants ou des comptes sur livret ou des comptes à terme vers les actions, vers les obligations, pour diversifier les risques, pour éviter aussi que les banques aient trop de liquidités dont elles ne savent que faire. Et nous, donc on voit une demande arriver de plus en plus qui va soutenir les cours, en fait. Bien sûr. Parce que le gros de la demande aujourd'hui d'actifs chinois, il est domestique, en fait. Il est sûrement pas américain. Non. Et il n'est pas encore européen. Ouais. Il est quand même domestique. Et le bassin d'épargne en Chine est colossal. Ouais. Donc oui, on a lancé notre JV avec Bank of China sur le Wealth Management il y a 1 an pile. En 1 an, sur des produits moyen terme, multi-assets, c'est-à-dire fixed income, obligations et actions, on a collecté 10 milliards d'euros. Non, mais en temps zéro. Oui. Et on voit bien l'intérêt. Ça monte la cadence, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est là que ça se passe, et ça va être un soutien aussi au marché. Bien sûr. Parce que c'est l'intérêt des autorités aussi que s'ils poussent les Chinois à investir en bourse, de plus en plus, pour leur retraite notamment, il faut que les cours se tiennent. Parce que sinon, ça va provoquer des petits problèmes sociaux. Très intéressant sur la Chine, effectivement. Donc, une conviction forte pour 2022 chez Amundi. Vincent, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas, pour conclure sur d'autres aspects d'une stratégie d'investissement non, mais juste, en dehors de la Chine. Je pense, déjà, il faut être raisonnable cette année. C'est-à-dire que je pense qu'une gestion diversifiée, si elle arrive à couvrir l'inflation, c'est déjà bien. Il ne faut pas penser que chaque année, on va avoir des hausses. On est quand même sur des valorisations élevées.
Donc, grande diversification, comme disait Géraldine, la qualité. On aime bien tout ce qui est aux dividendes. Un certain nombre de pays émergents, mais pas tous. Et n'oubliez pas l'ESG, mais pas l'ESG bête et méchant où on exclut, l'ESG où on va accompagner ce qu'on appelle une approche best-in-class, c'est-à-dire identifier et accompagner dans un secteur donné les entreprises qui sont les mieux disantes ou qui se transforment. Et là, il y aura une prime. Donc nous, on n'est pas du tout pour exclure des secteurs. Ouais, je comprends. Mais plus créer de la valeur en identifiant les entreprises qui, justement, vont arriver à se transformer en logique ESG. D'accompagnement Exactement. plutôt que d'exclusion. Et ça se traduit par des performances financières et boursières supérieures, en fait, dans la durée. Merci beaucoup Vincent Mortier. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces enjeux et de cette stratégie 2022 que vous développez chez Amundi. Vincent Mortier qui était à mes côtés en plateau, le directeur adjoint des gestions d'Amundi, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.